Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première série de webinaires, le webinaire Comment avance le monde du cabinet Garoé. Donc, je m'appelle Delphine Galin. Je suis ravie de vous voir. Enfin, en fait, non, je ne vous vois pas, mais je vous imagine, puisqu'on n'a pas, avec Céline qui est à mes côtés, la chance d'avoir un public réel. Donc, on vous salue et on vous remercie d'avoir répondu présent pour cette première. On est stressé sans l'aide, pour être honnête. Pour l'instant, tout va bien. L'électricité fonctionne parce que probablement qu'en cours de route, on aura peut-être une petite rupture d'électricité, auquel cas, écoutez, on vous demande de bien vouloir nous excuser par avance. Il y aura peut-être une petite contrainte technique qu'on gérera très bien. Mais voilà, on sera peut-être un peu moins lumineuse que nous le sommes maintenant. Alors, le premier webinaire de Garoé, nous, on s'est porté tout naturellement vers l'association Clean My Calanque pour deux raisons. La première, c'est qu'avant même cette association intègre notre programme Pro Bono, on la suivait parce que c'est impossible de passer à côté de Clean My Calanque quand on est à Marseille et qu'on s'intéresse de près ou de loin aux acteurs engagés du territoire. Et puis, je suis même sûre, parce que je sais qu'il y a des gens qui participent à cette réunion qui ne sont pas marseillais, et il y en a même beaucoup, et donc on est très contents. Il est même probable qu'au-delà même des frontières de notre belle capitale phocéenne, vous ayez entendu parler de Clean My Calanque. Alors, on a un petit peu séquencé cette première intervention pour que l'on puisse quand même avoir un discours qui tienne la route. Alors, on s'est dit avec Céline qu'on allait commencer par le commencement. Et j'aimerais, Céline, s'il te plaît, que tu puisses peut-être nous résumer en quelques phrases, en quelques idées, l'histoire de Clean My Calanque. Comment, alors nous, on a essayé de vous résumer ça dans le teasing de ce webinaire, mais comment on passe peut-être d'un délire entre potes à l'école, à la fac, à un projet structuré qui fédère et qui poursuit des objectifs plus qu'engagés, avec une véritable démarche qui est très proche de celle de l'entreprise, tout en restant une association. Donc, on t'écoute, Céline, comment ça a commencé? Ça a commencé très simplement avec Eric, du coup, qui est mon meilleur ami, et notre bande de potes. Donc aujourd'hui, pour citer quelques noms, il y a Julia, Andrea, Alice, qui sont des amis à nous, qui en fait à l'époque ont décidé de se joindre à nous pour participer à des petites dépollutions. Voilà, c'était tout simple. On était 4, 5, 6, 7, 10 grand max. Et en fait, entre potes, on s'est dit, on est jeunes, on a de l'énergie, on a du coup une bande d'amis qui est chaud de s'engager. Donc pourquoi pas organiser des petites randonnées entre nous, comme celles qu'on fait d'habitude l'été, en fait, tout simplement. Sauf qu'au lieu de le faire les mains vides, on va le faire avec une paire de gants, un sac, dans notre sac à dos, et comme ça, sur le chemin de la randonnée, on ramasse les déchets qu'on trouve. L'idée, elle est née de là, et du bouche à oreille. Après, petit à petit, on a eu de plus en plus d'amis, de connaissances qui se sont joints à l'opération, jusqu'au jour où un ami à nous qui travaille dans la communication, dans le montage vidéo, nous a dit « mais il faut que vous fassiez quelque chose qui touche plus de monde, pas que votre cercle d'amis ». Et donc là, on a eu l'idée de faire un clip de rap. Donc c'était en 2017, au tout début de l'association. On a repris « Oh là là » de PNL, qu'on a filmé dans les Calanques, et on a changé les paroles pour les transformer en paroles un peu plus écolo. On a gardé un peu le même champ lexical des rappeurs, sauf que voilà, on y a apporté une envergure écologique, une tournure écologique, et ça a hyper bien marché. Et donc, c'est un peu parti de là, les réflexions de mais en fait, est-ce qu'il y a quelque chose de plus à faire avec cet asso que juste un projet entre potes? Et voilà, je spoil pas trop en fonction des questions que tu vas me poser, mais du coup, ça s'est fait petit à petit, de personne en personne qui nous ont rejoints pour développer le projet. Alors, ça, c'est Clean My Calanque, mais toi, Céline, c'est quoi ton parcours perso? Justement, quand Eric a eu l'idée, du coup, parce que c'est son idée à la base dans laquelle il nous a embarqués, mais quand il a eu l'idée, en fait, en 2017, de faire ça, de créer Clean My Calanque, moi, je reprenais des études dans la communication. Donc, je suis montée à Lyon, puis à Paris. Et en fait, à Paris, j'ai fait un master en développement durable, communication responsable, parce que de toute façon, moi, j'avais déjà à cœur ces intérêts-là, ces enjeux économiques et sociaux et environnementaux. Et donc, j'ai rejoint un master qui parlait de ça, et j'ai fait mon alternance de fin d'études dans un incubateur de projets à impact qui s'appelle Live for Good, qui accompagne des entrepreneurs entre 18 et 30 ans dans le développement de leurs projets à impact, du coup, que ce soit environnemental ou social. J'ai bossé 3 ans pour eux, et donc pendant 3 ans, j'ai vu
chaque année, on avait des promos de 50 entrepreneurs et entrepreneuses qui se lançaient, qui développaient leurs projets. Donc en tout, en 3 ans, j'en ai accompagné quand même environ 300, parce qu'à la fin, on avait même 2 promos par an. Et en fait, de voir tous ces projets se former, se structurer, passer justement de structures associatives parfois à entreprises à mission, ça m'a donné envie de faire pareil avec Clean My Calanque et de me lancer, de quitter mon travail à Paris donc l'année dernière pour me mettre vraiment à fond, revenir à Marseille et travailler à fond sur le développement de l'association. Et c'est à la même période que du coup, vu qu'on avait plus de temps libre pour se plancher sur la structuration de l'association, on a pu recruter des personnes. C'est hyper important quand on a un projet comme ça, de savoir trouver les bons profils qui vont venir combler les failles qu'on a. Et typiquement, Eric et moi, on n'est pas les plus forts en recherche de financement. Du coup, pendant 5 ans d'association, on n'a jamais été financé, on faisait tout nous-mêmes, on payait tout nous-mêmes, il n'y avait vraiment rien qui venait nous financer. Et les gens étaient étonnés d'ailleurs, ils pensaient qu'on était multi-subventionnés, ce qui n'était pas du tout le cas. D'ailleurs, anecdote rigolote, comme les gens pensaient comme la croissance qu'on a eue était sans précédent, on va dire, nos premières subventions, on nous les a refusées parce qu'ils trouvaient que nos bilans étaient chelous. Alors que non, c'est juste que d'un coup, on a des entreprises qui nous ont appelés pour faire des ramassages avec elles, rémunérés. Donc, on est passé d'un chiffre d'affaires de 0 € parce qu'en fait, on faisait tout gratos à un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé. Et ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait eu ce décalage, quoi. Mais voilà, le plus important, c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes. Et c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Et j'en suis très contente. Parfait. Donc, en fait, ta formation initiale, la com, alors je crois que l'autre fondateur, lui, c'était STAPS, c'est ce que tu m'as dit. Eric, il a fait une école de STAPS. À la base, il voulait être coach sportif. Donc, il a vraiment ce truc de mobiliser les gens, d'entertainment un petit peu. Il n'est pas du tout mal à l'aise devant les caméras. Il n'a pas du tout de problème avec le fait d'attirer l'attention. Moi, c'était plus un problème pour moi au début, même si maintenant, je me suis un peu forcée à me mettre en avant parce que le personal branding, c'est hyper important. Mais voilà, moi, j'étais vraiment sur la communication, sur les réseaux sociaux. Lui, sur le fait de mobiliser les gens. Et ensuite, on a recruté Andrea, Julia et Clara qui est avec nous pour développer un autre projet dont on parlera peut-être un peu plus tard. Alors, moi, je peux en témoigner parce que j'ai fait plusieurs dépositions avec vous. Et donc, c'est assez extraordinaire parce que dans l'organisation d'événements, on retrouve bien ce côté… on a forcément envie de participer au mouvement parce que c'est pas que la dépollution. Moi, quand j'y suis allée, on a fait de la Zumba. Oui. Après, mes enfants ont fait des ateliers. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop présenté en soi Clean My Calanque. Mais oui, c'est ça, parce que c'est hyper… C'est ce qui fait, à mon avis, la réussite. Parce que j'en ai fait d'autres, des dépollutions avec d'autres associations. Mais c'était sympa parce que le mouvement est sympa. Oui, mais là, tu as cité le terme d'entertainment. Ouais. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est plus qu'un ramassage de déchets. Ouais. À la limite, on oublie même qu'on vient pour ça. Oui. Et donc ça, c'est très fort. Donc peut-être que tu peux l'expliquer parce que je pense que c'est un vrai business model en soi. Bien sûr. En fait, on a commencé les ramassages. L'idée, c'était du coup de se dire, faut pas que ce soit une corvée de le faire, faut que ce soit un bon moment entre potes. Et en fait, même quand après, il y a plein d'autres personnes qui nous ont rejoints qui n'étaient pas forcément des potes, on s'est dit, mais comment on fait pour conserver cette énergie et cette idée de se dire que c'est un bonus de ramasser les déchets, mais c'est pas pour ça qu'on vient. Et de là, Eric, vu qu'il est coach sportif, il s'est dit, je vais commencer, pourquoi pas, en attendant que les gens arrivent, parce que les Marseillais sont toujours en retard, de proposer un échauffement. À la base, c'est venu de ça, c'était que les gens étaient en retard, il y avait personne, on s'est dit, on va pas lancer le ramassage maintenant. Du coup, on a fait un échauffement de 30 minutes le temps que tout le monde arrive et les personnes qui étaient là ont trop aimé. Donc, on s'est dit, mais pourquoi on ne le ferait pas à chaque fois? Et après, on s'est dit, OK, mais en fait, on va proposer à des profs de yoga, de danse, de venir, de proposer ça. Et en fait, l'idée, c'est que les gens passent un bon moment. Donc, le ramassage, il dure qu'1 heure, pas plus, c'est la règle. Et à côté, on essaie toujours de faire plein d'activités. Donc, ça va être de la danse. À Noël, on a un marché de Noël où on fait venir des partenaires locaux pour qu'ils présentent leur artisanat local, pour permettre à nos bénévoles de profiter de cadeaux de Noël éthiques. En fait, c'est ça souvent, c'est qu'on ne sait pas où trouver des cadeaux de Noël éthiques. Nous, sur notre marché de Noël, vous venez, vous êtes sûr à 100% que tout est local, artisanal, responsable. Et on fait aussi surtout gagner des cadeaux aux personnes qui trouvent des déchets originaux. Parce que au bout de la 10e dépollution, excusez-moi, défaut de langage, mais au bout de la 10e, 15e dépollution, à se rendre compte qu'on ramassait des déchets qui sortaient un peu de l'ordinaire, c'est-à-dire, pas une canette de coca ou un Capri Sun, mais vraiment des choses folles. On a déjà trouvé un katana, on a déjà trouvé un trophée de championnat de pétanque de 1997,
Voilà, c'est un truc un petit peu sympa. On propose de faire un vote à main levée avec tous les bénévoles et on élit les déchets les plus originaux et les personnes qui remportent ce prix gagnent un cadeau d'un de nos partenaires. Et en fait, nous, on y voit un cercle vertueux où on permet à nos bénévoles qui viennent de repartir avec un cadeau et de se sentir valorisés pour leurs gestes. On permet à nos partenaires qui manquent parfois de visibilité de se faire connaître de nos bénévoles. Et nous, ça nous permet d'attirer du monde parce qu'on a des cadeaux à proposer à nos bénévoles. Donc voilà, ça, c'est un cercle vertueux qu'on a à cœur à mettre en place à chaque dépollution. Et après, on fait aussi beaucoup de sensibilisation dans les écoles où on essaye toujours d'avoir un discours hyper ludique, où on essaie de faire intervenir des sportifs, des youtubeurs, des personnes qui vont avoir un discours qui va toucher le plus de public possible pour démocratiser un petit peu un discours écologique qui a trop souvent été élitiste en fait. Oui, je suis assez d'accord parce que sur l'aspect pédagogique, je peux en témoigner puisque la dernière dépollution que j'ai faite, c'était avec mes enfants, qui étaient, faut quand même bien l'avouer, moyennement motivés par le fait de ramasser les déchets. C'était à Calon ? C'était à Pointe-Rouge, juste avant Pointe-Rouge, pardon, à Borély. Et c'était la deuxième ou troisième dépollution qu'elles faisaient avec moi. Bon, peut-être qu'elles en avaient un peu marre, mais ce qui a été, en tout cas, elles ont fait leur petite dépollution. Puis après, il y avait effectivement des ateliers qui allaient au-delà du fait de juste ramasser et qui expliquaient le recyclage notamment. Et donc, ça nous a permis de rencontrer des partenaires de Clean Malcalanque. Et ça, c'est l'aspect pédagogique est très important pour les enfants, mais pas que pour les enfants, pour les adultes aussi. Je comprends bien que les entreprises aient eu envie de faire appel à vos services et continuent à vous solliciter, parce qu'en réalité, on va vraiment au-delà de juste la démarche green, quoi. C'est pas juste je vais dépolluer. Ça, c'est hyper important de le faire parce que l'acte en soi de dépollution est très pédagogue. Mais au-delà de ça, il y a vraiment aussi l'envie chez vous bien d'éduquer la population tout en restant hyper accessible avec la Zumba, le yoga, les pizzas qui sont à disposition. On n'a pas parlé des pizzas. Voilà. On offre à boire et à manger à nos bénévoles aussi la plupart du temps. Mais voilà, en fait, c'est hyper important pour nous qu'il y ait cet aspect pédagogique parce qu'on s'est bien rendu compte au bout d'un moment que les personnes qui participaient à nos dépollutions, c'était des personnes un petit peu déjà engagées, déjà aguerries en fait. Donc nous, notre objectif, c'est à chaque fois qu'on partage un contenu, qu'on pense un événement, c'est de se dire comment on fait pour attirer à nous des personnes qui de base ne sont pas intéressées par ces thématiques environnementales et qu'à travers un événement sportif, de danse, etc., on va pouvoir attirer pour leur dire regarde, c'est pas si pénible que ça finalement que de se questionner, que de faire attention à ses gestes, ce genre de choses. Et c'est bien aussi parce que c'est le fait de venir à plusieurs et en famille permet de motiver aussi les personnes et d'atteindre, parce que moi je ne suis pas venue seule, on est venu à plusieurs, on n'était pas tous au même degré d'investissement dans la dépollution, mais tout le monde est reparti. Donne-moi des noms. Tout le monde, bon, moi j'étais à fond dans la dépollution, mais tout le monde est reparti avec un petit quelque chose et une satisfaction, une autosatisfaction d'avoir été là, d'avoir pris le temps et finalement de se dire qu'à mon échelle, j'ai fait un petit quelque chose. J'ai pas dépollué complètement toute la plage, mais enfin, j'ai quand même participé à un mouvement. Voilà, c'est ça, à un mouvement très vertueux. Donc ça, c'est très intéressant et puis c'est très intelligent de votre part de ne pas avoir politisé votre concept. À l'heure où on voit bien dans les grandes villes, il y a tout le mouvement écolo un peu dur dans toutes les grandes villes de France qui se montent et puis par opposition, parce que c'est naturel, l'homme et les femmes sont faits comme ça, mais on a un mouvement inverse en disant il y en a marre des écolos, il y en a marre des vélos, il y en a marre de ci, il y en a marre de ça. Et moi, je trouve que dans votre démarche, vous avez réussi par cette espèce d'approche un peu ludique, pas qu'un peu, très ludique, vous avez réussi finalement à faire en sorte que des gens qui en ont marre de voir les vélos de partout dans Marseille, pour citer que Marseille, mais je crois que je pourrais dire la même chose de Paris, viennent quand même et participent à ce mouvement. Ouais, donc, c'est très complémentaire en fait. C'est très complémentaire et du coup, dans votre... Alors, on s'est rencontrés parce qu'avec Céline, dans le cadre du pro bono, parce qu'en fait, vous vous interrogiez au moment où on s'est rencontrés sur justement le passage que des associations qui réussissent se posent toutes cette question-là.
C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai structuré, parce qu'il faut structurer, hein, tu l'as dit, il faut pouvoir salarier, il faut pouvoir aller chercher de l'argent. Donc, la forme associative est généralement la forme la plus simple qu'on va chercher, surtout quand on est dans un domaine comme ça qui touche vraiment l'intérêt général. Parce qu'on est d'intérêt général. Oui, vous êtes d'intérêt général, ça c'est certain. Eh bien, on structure en association. Et c'est vrai que le modèle associatif, parfois, peut avoir certaines limites. Pourquoi ? Parce que l'association, bon, là, je vais m'adresser plus aux juristes qui sont connectés ou à ceux qui s'intéressent à la question, elle est à la base conçue pour avoir un but non lucratif, c'est-à-dire qu'elle n'est pas censée générer un revenu. Elle peut en générer, mais son objectif, ce n'est pas exclusivement la génération d'un revenu. Elle est à but non lucratif, à titre principal. Ça, c'est l'association. Il y a un pourcentage à respecter. Oui, disons qu'à un moment, la question, quand ça fonctionne vraiment bien, elle se pose à plus d'un titre parce qu'il y a des conséquences fiscales, il y a aussi probablement un questionnement qui peut venir sur les modalités de subvention, parce qu'on ne peut pas aller chercher les mêmes subventions quand on a ou pas un caractère lucratif ou non lucratif. Donc, toutes ces questions-là, elles sont venues comment chez Clean My Calanque ? Est-ce que c'est finalement un peu des lanceurs d'alerte internes, si je puis dire, qui vous ont dit, oui, fais gaffe là, attention, la TVA, pas la TVA, l'IS, pas l'IS. Est-ce que finalement, on ne devrait pas faire en sorte peut-être d'arrêter l'association puis de monter une vraie boîte ? Je dis n'importe quoi, mais puisque maintenant, on peut monter des boîtes à intérêt collectif ou à mission. Donc, comment est venu ce sujet chez vous, chez Clean My Calanque ? Comment vous l'avez traité ou peut-être en cours de traitement voilà. En fait, moi, quand j'ai quitté Live4Good, du coup, donc mon ancien job qui était un incubateur, l'année d'après, j'ai rejoint la promo d'Incubé, justement pour me faire accompagner à mon tour, mais cette fois-ci en tant qu'entrepreneuse du programme. Et donc, forcément, on est avec 49 autres entrepreneurs et on discute de tous ces sujets-là. Et j'ai appris, donc, grâce à cet accompagnement, que y a un quota à respecter, que quand on est à but non lucratif, on ne peut pas en effet avoir un certain pourcentage de prestations commerciales qui financent le capital de l'association. Et en fait, comme Eric et moi, on n'a pas du tout fait des études là-dedans, que moi je fais de la com, lui il fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles, il est vraiment axé plus sur ce côté-là. En fait, on n'avait pas ces chiffres et on a pris peur. On a eu des appels avec des avocats qui étaient partenaires de la structure, mais en fait, tout le monde se disait un peu tout et son contraire, parce que c'est tellement juridiquement précis comme structuration que pas tout le monde avait les mêmes réponses. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on ait un vrai cabinet d'avocats qui nous accompagne, pas seulement une personne qui, nous donne 5 minutes de son temps sur un appel de 1 heure avec 49 autres entrepreneurs qui posent leurs questions. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rapproché de vous sur Instagram, je crois, parce que j'ai vu que vous aviez liké un de nos posts et je me suis dit, feu, go coucou. Et vous nous avez heureusement rassurés sur ce sujet-là et vous avez été très carrés sur voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire, voilà à partir de quel moment il faudra que vous pensiez réellement à vous structurer en tant qu'entreprise. Il se trouve qu'au final, la même année où on a un peu paniqué sur ce ratio prestations commerciales et dons subventions, au final, on a gagné un appel à projet, donc ça a tout rééquilibré, donc on s'est dit, ok, ouf. Mais du coup, le projet de création d'entreprise est toujours en arrière-plan. C'est juste que pour le moment, il a été mis en stand-by parce que la nécessité n'est plus aussi urgente que ce qu'on pensait. Et que justement, là, le but, c'est que nous, on arrive vraiment à se structurer en termes de ressources humaines avant de réfléchir à créer 2 entités, parce qu'en fait, l'association, on veut la garder pour tout ce qui est justement sensibilisation dans les écoles, ramassage de déchets grand public gratuit. Et après, bien sûr que sur la partie entreprise, conseil entreprise, ça sera peut-être pertinent à un moment donné de créer une structure, de créer une entreprise, une structure commerciale. Mais voilà, ce ne sera pas au détriment de l'association. Et du coup, ça demande d'avoir assez de personnes en interne pour que diviser, on va dire, les deux ne crée pas de perte chez l'association, quoi. Voilà. Ouais, très bien. Mais, alors, là où on voit votre mental d'entrepreneur, c'est que très souvent en pratique, quand on reçoit les associations qui se posent ce genre de problématiques, ça fait déjà au moins 3 ou 4 ans, tu m'avais dit, qui sont complètement dedans. Et donc en réalité hors la loi. Hors la loi, je dirais pas ça. On va dire que souvent ils ont un peu laissé filer ces questions-là
parce que bon, on est comme dans tout business, hein, on est dedans, on avance, et puis on oublie de prendre du recul. Et vous avez vraiment eu cette espèce d'anticipation qui fait que du coup, le projet associatif se professionnalise de manière naturelle. C'est ça. Et pas l'inverse. Souvent, le projet associatif, c'est un peu comme la bière sans alcool, c'est-à-dire qu'il a tout l'extérieur d'un truc professionnel, mais à l'intérieur, c'est pas géré comme ça devrait l'être. Mais ça, c'est la chance d'avoir été incubé. Et c'est pour ça que moi, je recommande aux personnes qui se lancent et qui ont vraiment justement pas du tout de formation en commerce ou en juridique ou autre, de vraiment se faire accompagner, parce que même si on a l'impression qu'on n'est pas assez avancé ou que ça sera une perte de temps, entre guillemets, parce que justement, des fois, on est tellement la tête sous l'eau que voilà, accorder 2 heures par semaine à des appels réguliers pendant 8 mois pour dire où on en est, parfois, ça peut avoir l'air un peu chronophage et étouffant. Mais pour la simple et bonne raison que moi, ça nous a évité de faire cette erreur-là, je le recommande à tout le monde, parce qu'on ne sait jamais, en fait, la personne qui va nous apporter le conseil, qui va nous débloquer tout un problème auquel on n'avait peut-être même pas pensé, quoi. Bon, c'est parfait, parce que quelle heure il est? Il est presque pas encore tout à fait 16 heures, et que dans notre rétro-planning, on avait considéré qu'il y aurait peut-être 10 minutes pour les questions. Oui, c'est vrai. Puisqu'on a 40 minutes de webinaire court, hein, mais ça c'est parfait. Je pense que c'est adapté à ce modèle. Mais l'idée, alors peut-être, faisons un peu de prospective, Céline, et parce qu'on a compris qu'à la base, l'idée, c'était de joindre l'utile à l'agréable, en fait. Hein. C'est-à-dire, on aime se balader, on aime notre ville, on aime les calanques. Parfois, c'est un peu cradingue. Et voilà. Et donc, on a envie que ce soit joli, y compris quand on revient la semaine d'après pour faire la même randonnée. On a envie que ce soit beau. Mais c'est quoi l'objectif ultime? Est-ce que vous avez déjà pensé à l'objectif ultime et le jour où finalement vous serez, alors vous êtes encore jeune, hein, tu vois, le jour où tu te diras, là c'est bon, c'est fait, je m'en vais, il n'y a plus rien à faire. J'ai fait ce qu'il fallait, même si c'est à 35 ans, peu importe. Est-ce que vous y avez pensé? Ouais, ce qu'on dit souvent dans l'asso, c'est que notre but, c'est de cesser d'exister. Et oui. Dans le sens où, que ce soit Eric, moi, les autres membres de l'association, à la base, on avait tous des carrières qui n'étaient pas du tout celles de Clean My Calanque. C'est pour ça que s'est posé la question à un moment donné de se dire, est-ce qu'on abandonne ce qu'on voulait faire, ou est-ce qu'on abandonne l'association, quoi. Donc nous, l'asso, comme à la base, elle n'avait pas vocation à exister en tant qu'entreprise qui nous paye des salaires ou autre. Si demain elle doit s'arrêter, Eric il repartira faire coach sportif, moi je repartirai avec mes clients faire de la communication. Enfin voilà, tout le monde a déjà un petit peu ce qu'il aimait faire à la base, quoi. Donc déjà nous, on n'a aucun problème avec le fait de dire que notre but ce soit de cesser d'exister. Ensuite, malheureusement, s'il y a bien une chose dont on ne peut pas se défaire, c'est que quand bien même on cesse d'exister, et je l'espère, sur la partie ramassage de déchets, la partie sensibilisation, elle sera toujours nécessaire. Parce que si demain, il n'y a plus de sensibilisation, peut-être pas demain ou après-demain, mais dans 5 ans, 10 ans, on repartira dans un cercle de pollution, quoi. Sauf si, bien sûr, des politiques sont mises en place pour que la gestion des déchets soit vraiment exceptionnelle. Mais ça, je doute que ça arrive demain. Mais voilà, nous, on n'a aucun problème avec le fait de devoir potentiellement un jour disparaître. On en sera même très contents. Non, parfait. Bon, je pense que vous n'êtes pas prêt de disparaître à un moyen terme. Oui, mais pour tout un tas de raisons, pas que pour les calanques qui sont ou ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, Clean My Calanque, est-ce qu'elle a vocation à être diffusée sur d'autres parties du territoire national? Est-ce que vous, on nous l'a demandé. Oui, je suis sûre qu'on vous l'a déjà posé. On nous l'a demandé. C'est un peu délicat parce qu'en fait, à partir du moment où on essaie de reproduire un mode opératoire ailleurs, en fait, on perd un peu aussi la mainmise sur ce qui se fait. Parce que forcément, ni Eric, ni moi, ni Julia, ni Andrea, ni Clara ne seront là pour, créer la même dynamique que nous, justement, on a réussi à créer parce qu'on est une bande de potes. Et ça, on nous l'a souvent dit, c'est que le fait qu'on soit amis à la base, ça se sent, en fait, tu vois, dans l'organisation de nos événements, de même notre communication. On voit qu'on s'amuse, on voit que, voilà, il y a ce lien, quoi. Donc, est-ce que c'est possible de reproduire ça ailleurs, sachant qu'il n'y aura forcément pas les mêmes départs, mais c'est le même contexte. Après, voilà, c'est un état d'esprit. Nous, on s'est dit pourquoi pas à l'avenir. Mais tu vois, par exemple, il y a d'autres assos qui ont un peu ce système où ils sont des antennes, tu vois. Oui. Et les antennes, malheureusement, souvent, comme c'est dépendant du bénévolat de tout un chacun, elles tombent un peu, elles sont plus très actives. Donc voilà, nous, pour l'instant, c'est pas trop notre objectif.
Après, si voilà, demain, un développement européen demande à ce qu'on ait des ancrages un petit peu nationaux partout, pourquoi pas? C'est pas du tout au programme pour le moment, parce qu'on se dit qu'il y a tellement de choses à faire à Marseille, qu'en soi, si déjà nous 5 dans l'équipe, on arrive à se salarier en CDI à long terme, on sera très contents et voilà. Bon, bah, parfait. Il est 13h, donc on est en théorie venu au moment des questions s'il y en a. Alors nous, il faut que vous sachiez qu'on n'a aucun visuel sur le nombre de participants. Avec Céline, on est là toutes les deux au bureau. Enfin, toutes les trois. En fait, on a une personne qui est en face de nous dans le public. Oui, Clara. Voilà, qui est Clara de Clean My Calanque. Mais donc, du coup, on a le seul moyen d'échanger avec vous, c'est effectivement le chat auquel je pense vous avez accès. Donc, si vous avez des questions, on est disponible pour y répondre avec grand plaisir. Je sais qu'il y a eu un certain nombre de questions sur le replay. Donc, il y aura un replay. Donc, suivez la page du cabinet pour la voir. On vous la transmettra avec plaisir. Voilà. Donc, on est disponible pour répondre aux questions s'il y en a. Sinon, eh bien… En attendant, peut-être qu'il y ait des questions, je peux peut-être parler de notre projet des Brigades Vertes. Mais bien sûr, mais je ne connaissais pas, tu m'en as pas parlé. C'est quoi les Brigades Vertes? Eh bien, super. Les Brigades Vertes, c'est justement la raison pour laquelle nous avons recruté Clara, qui est la personne en face de nous aujourd'hui. En fait, c'est un projet qu'on a démarré pour permettre d'autonomiser les bénévoles de l'association dans le ramassage et la collecte de déchets. Parce qu'en fait, nous, on fait des dépollutions ouvertes au grand public gratuites une fois par mois, en général le dimanche. Mais parfois, il y a des personnes qui ne peuvent pas venir parce que elles ne sont jamais disponibles les dimanches. Ou alors, ça leur fait trop loin pour elles d'aller jusqu'à Calongue alors qu'elles habitent dans les quartiers nord, par exemple. Et en fait, on s'est dit, si vous êtes vraiment motivés, est-ce que ça vous intéresserait? Et ça, on l'avait demandé en story, qu'on crée comme des mini-groupes de dépollution par rue, par quartier, en fonction des personnes qui se portent volontaires. Et en fait, ça a eu un succès qu'on n'avait pas du tout prédit, c'est-à-dire qu'en une semaine, on a genre 350 personnes qui ont répondu à notre formulaire d'inscription. Et du coup, on s'est dit, OK, on va mettre le projet en pause, on va éviter de faire les erreurs qu'on a fait tout au long de notre parcours entrepreneurial, c'est-à-dire faire plein de choses qu'on finançait nous-mêmes et après se rendre compte qu'on aurait pu les faire financer par des appels à projets. Donc là, on a mis pause, on s'est fait financer. Très bien. On a eu 35 000 € de dons. La mairie aussi vous a aidé? Pas la mairie, pas sur ce projet-là. La mairie, elle nous finance sur les sensibilisations en école, principalement. Mais là, non, c'est Marseille pour le bien commun, qui est un événement organisé avec plein de mécènes privés, d'entreprises et de gens comme vous et moi. Et une fondation, la fondation Equestrio, qui nous a aussi financé à hauteur de 10 000 €. Et en fait, l'idée, c'est, voilà, là, on a lancé 5 quartiers, donc Castellane, Cours-Julien, Andoum, 5 avenues et Saint-Pierre. Et on a équipé toutes les personnes qui se sont portées volontaires et qui ont suivi notre formation d'une demi-journée de sacs, de gants, de pinces, de petits gilets pour qu'ils soient reconnus dans la rue comme étant des bénévoles de notre asso. Et là, ça fait plus de 2 mois que très régulièrement, toutes les semaines, ils organisent des petites dépollutions entre eux. Je ne connaissais pas. Et donc, Clara gère ce déploiement-là, la recherche de partenaires, parce que en fait, l'idée, c'était de reproduire à échelle locale la même chose que ce qu'on fait nous à nos dépollutions, c'est-à-dire récompenser les bénévoles qui passent un bon moment. Et donc, voilà, on a par exemple en partenariat le cinéma du Prado juste à côté qui offre des places. On a le bar à pizza au Courjus qui offre des pizzas dès que les bénévoles finissent une dépollution. On essaie de mettre en place le même système de récompense pour que les gens soient récompensés de leurs actions, quoi. Ça, c'est super. Et là, typiquement, on a une question qui est arrivée. Typiquement, c'est typiquement un truc que tu peux dupliquer dans toutes les grandes métropoles. Oui, ça, bien sûr. Mais c'est pour ça, pour l'instant, Marseille, c'est la phase test. On se dit même, personne n'a eu l'idée avant, mais c'est quoi cette histoire? Parce que, mine de rien, c'est assez cocasse de se dire qu'on demande aux habitants d'une ville, alors qu'ils payent une taxe de gestion des ordures, de dépolluer devant chez eux. En vrai, c'est pas normal. Non, c'est pas normal, ça, je suis d'accord. Mais voilà, Marseille, malheureusement, on sait qu'il y a un problème de gestion des déchets. En fait, on fait quoi? On se plaint et on tape sur tout le monde, c'est trop compliqué. Nous, c'est pas notre délire. Nous, c'est OK, en soi, le problème, ça vient aussi du fait que nous, en tant qu'êtres humains, on consomme beaucoup trop et que même… c'est impossible, en fait, d'avoir un système de gestion des déchets qui est capable d'absorber toute la consommation qu'on fait, en fait. Donc, c'est beau de taper sur l'État, sur les institutions, mais on n'est pas pour la culpabilisation des individus, mais en l'occurrence, s'il y a la possibilité de juste passer 10 minutes, je nettoie ma rue, parce que nous, dans l'idéal, il y aura tellement de bénévoles de brigades vertes que ce sera plus nécessaire de faire des brigades de quartier, et ce sera vraiment des brigades d'immeubles. C'est on sort 5 minutes, on nettoie devant chez nous, mais si chacun fait ça, devant chez soi, toute la ville est propre, et ça prend 5 minutes.
Donc, c'est un peu responsabiliser les personnes, mais sans non plus les incriminer. Et c'est pour ça qu'il y a des récompenses, en fait. Chacun est responsable de la propreté de sa rue, mais en même temps, c'est pas non plus de votre faute. Donc, on vous donne des cadeaux, tout le monde est content, on passe un bon moment. Les commerçants, ils sont ravis parce que c'est dépollué devant chez eux. Et voilà, ça fait de la vie de quartier aussi, parce que du coup, ça crée du lien entre les habitants et les commerçants qui se connaissaient pas forcément, tu vois. Donc, voilà, c'est hyper important. Alors, on va prendre la dernière question parce qu'elle porte sur les brigades vertes. Hein. Donc, quels sont les quartiers concernés? Donc, tu as déjà répondu. Mais je vais le redire au cas où. Voilà, dis-le. Il y a 5 quartiers, du coup. Il y a Castellane, Andoum, Saint-Pierre, 5 avenues et le Cours-Julien. Voilà, ça sont les 5 quartiers. Et là, on est en train de... Oui. Et là, on est en train de voir pour élargir. Donc, on va potentiellement ouvrir des brigades à la Pointe-Rouge, au Goudes et aux Arnavaux en partenariat avec l'Après-M, qui est le McDonald's qui a été récupéré pour faire de la réinsertion professionnelle. Très bien. Et comment on peut y participer? Ça, c'est la deuxième question. On a sur notre site internet, dans la partie Nos ramassages, un événement épinglé qui est tout le temps en haut à gauche, quelle que soit la date à laquelle nous sommes, qui s'appelle les Brigades Vertes. Et dedans, il y a un formulaire sur lequel on peut s'inscrire. Là, pour l'instant, ça a été mis en pause justement parce que on est en train de développer les brigades. Mais si vous voulez être informé, vous pouvez nous suivre sur Instagram. C'est là, en général, qu'on met en avant justement quand il y a des ouvertures de brigades, des ouvertures de formulaires pour que les personnes puissent s'inscrire. Parfait. Alors, après, il y a 2 questions. On revient un petit peu en arrière. Ouais. Il y a la première question de Juliette qui demandait est-ce que vous avez mis en place des outils de mesure de l'impact des sensibilisations, et si oui, lesquels, ou si c'est pas encore fait, comment vous l'imaginez? Ça, non, c'est vrai qu'on n'a pas encore, à part dire qu'on a fait tant de sensibilisation dans l'année avec tant de jeunes, c'est vrai qu'on n'est pas au courant de comment est-ce qu'on pourrait mesurer l'impact que ça a réellement. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'à chaque dépollution, on dit aux enfants de parler de nous à leurs parents et comme ils nous demandent toujours, après forcément 1 heure de sensibilisation avec nous, ils veulent venir faire une dépollution. Et du coup, on leur dit, parlez-en à vos parents et venez à une dépollution grand public qu'on fait 1 fois par mois. Et en général, on retrouve des enfants que Eric a sensibilisés ou que nos bénévoles ont sensibilisés qui viennent avec leurs parents après à des dépollutions. Mais après, voilà, comment le mesurer très précisément, ça, j'avoue, je ne suis pas forcément au courant de comment faire. Donc, Juliette, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Mais nous, on peut t'aider parce qu'en tant qu'entreprise à mission, voilà, tu vois, en tant qu'entreprise à mission, on est audité sur nos missions, et donc on a mis en place, et là on commence notre audit la semaine prochaine. Tu vois, donc je suis très preneuse de savoir comment tu es bien en pression. À part dire tant de personnes. Nous, on n'est pas sur l'environnement, donc, mais l'utilisation de questionnaires a posteriori est un outil simple que tu peux faire. Par exemple, je ne sais pas, en gérant ta communauté via les réseaux sociaux, ou les personnes qui se sont inscrites peut-être par mail, je ne sais pas comment ça marche exactement, et tu les recontactes en disant... Là, pour des enfants, du coup, c'est les professeurs qui inscrivent. Pourquoi pas, tu vois, alors c'est un système simple, accessible, hein, parce que, alors c'est sûr que tu ne fais pas à l'échelle de la Méditerranée, mais ça te permet au moins en termes de sensibilisation d'avoir des petits retours sur lesquels tu peux travailler. Et à mon avis, ça peut encore plus professionnaliser ta démarche, notamment vis-à-vis des entreprises qui, elles, travaillent beaucoup sur les reportings. Toutes les grosses boîtes, petites ou grosses, ce qu'elles aiment, c'est pouvoir dire « Regardez, on a fait ça et regardez ce que ça donne ». Donc, je pense que c'est... Enfin, nous, on peut t'aider à réfléchir là-dessus. Avec grand plaisir. Donc, voilà. Mais si Juliette a des idées, sur LinkedIn, tu m'écris Céline Albinet. Je serais ravie d'échanger avec le plus de monde possible en soi, parce que c'est hyper intéressant. C'est ça, exactement. Donc, alors, bonjour à LinkedIn User de 13h03, puisque on n'a pas votre identité. Mais est-ce que, oui, alors c'est une question, mais tu vas y répondre peut-être aussi sur les méthodes employées. Est-ce que les réseaux sociaux ont été un levier dans la croissance de votre projet? Nous, on sait que c'est évidemment que ça l'a été, mais tu peux expliquer peut-être pourquoi et comment? Complètement. Parce que, en tout cas, c'est pas moi qui le dis, mais de beaucoup de retours qu'on a des personnes qui viennent à nos dépollutions. Justement, ce qu'ils aiment, c'est que on a une communication qui n'est pas forcément justement axée sur l'écologie. C'est-à-dire que dans notre communication, on va parler de plein de sujets, on va détourner plein de sujets d'actualité, certes en les ramenant à l'écologie, mais parce qu'au final, tout est ramenable à l'écologie en soi. Puisque littéralement on vit sur Terre, donc c'est très facile de faire des liens avec à peu près tout. Mais c'est surtout que voilà, on essaie d'avoir une communication qui est accessible, qui est
Voilà, on va suivre par exemple les tendances un peu qu'il y a sur les réseaux. Moi, du coup, la chance que j'ai d'avoir fait des études en communication, c'est que c'était facile pour moi de trouver des idées sur comment communiquer. Et c'est ce qui fait souvent malheureusement défaut aux associations, c'est que la communication, c'est un budget qu'on alloue en général en dernier. Et moi, la chance, c'est que je faisais partie des membres fondateurs de l'association et je faisais de la communication, donc il n'y avait pas besoin de me payer. J'ai travaillé 5 ans gratuitement. Et en fait, oui, ça nous a beaucoup aidé à nous développer rapidement. Et après, Eric, on est meilleurs potes. Je l'adore parce qu'il est extrêmement drôle. Et voilà, ce qui nous a aussi beaucoup permis de nous développer, c'est cet humour qu'on met tout le temps dans nos contenus. Les idées de reprise de rap, par exemple. Enfin voilà, moi je sais que j'étais hyper gênée à l'époque, syndrome de l'impostrice de la femme, mais j'osais pas me mettre en avant à ce point. Et ce qui a été très fort aussi, c'est que voilà, Eric, c'est un bout en train, il a fait du théâtre pendant des années, il adore ça. Donc il y a aussi eu le fait de pas être gêné dès le départ à l'idée de se mettre en avant, et moi derrière avec mes compétences en communication, à le mettre en avant le mieux possible. Et après, toutes les autres personnes qui ont rejoint le projet et nos bénévoles, tout ça, mais bien évidemment que la communication a été hyper importante dans le développement de notre projet, à la fois la communication quotidienne sur les réseaux, mais aussi les idées que tous nos amis ont eues pour justement porter le projet encore plus loin, quoi, et avoir une belle visibilité. La plupart de nos potes, on les retrouve dans les vidéos qu'on a fait Cleaner Organisé, qui est le deuxième clip qu'on a repris de parodies de bandes organisées, qu'on a fait au stade Vélodrome, voilà, avec tous nos potes derrière. C'est hyper important la com, et malheureusement, c'est ce qu'on délaisse le plus, mais en même temps, c'est pas la priorité dans certains projets, et c'est tout à fait OK, quoi. Mais oui, nous, ça nous a aidés. Voilà, très bien. Je vois qu'il est 13h11, donc on a tenu le timing. Merci beaucoup, Céline, c'était super. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment pour une première. Merci à tous de nous avoir suivis. La prochaine session, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le 13 ou le 14 mars. De toute façon, on vous tiendra informé avec une entreprise. Je ne vous dévoile pas son identité tout de suite, mais qui a pareil, de ce territoire extraordinaire qu'on adore, marseillais et périphérie de Marseille, qui a développé vraiment des méthodes RH innovantes, voilà, qui méritent qu'on s'y intéresse. Donc voilà, on vous tiendra informé. Merci à tous. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore eu, merci beaucoup. n'ont pas encore eu le temps de déjeuner. On est jeudi, donc allez, je me lance. Bon week-end en bonne marseillaise. Voilà, et puis à bientôt. Au revoir, bon après-midi.